Bonjour à toutes et à tous, amiral, mes chers collègues. Nous entamons donc ce matin notre cycle d'audition consacré à l'économie de guerre qui durera jusqu'en janvier. L'économie de guerre, je le rappelle, c'est être en capacité de produire plus vite, à des coûts mieux maîtrisés, pour soutenir un effort de guerre dans la durée en cas de nécessité pour nos forces armées ou au profit d'un partenaire, ainsi que l'a défini la dernière revue nationale stratégique. Plus de 2 ans après le discours du président de la République à Eurosatory à ce sujet, il a paru en effet nécessaire au bureau de notre commission de faire un point dans le cadre de ce cycle d'audition sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire pour relever ce défi de l'entrée dans une logique d'économie de guerre, mais également pour améliorer la profondeur stratégique de nos forces armées grâce à une base industrielle apte à soutenir dans la durée le recomplètement en munitions et en équipement d'unités engagées dans des combats de haute intensité à forte attrition. Pour débuter ce cycle, nous avons donc le plaisir d'accueillir l'amiral Éric Malbruno, qui est sous-chef de l'état-major plan à l'état-major des armées. Les forces armées sont naturellement au cœur de l'économie de guerre à double titre. Ce sont elles qui expriment des besoins pour leur équipement et bien sûr, ce sont elles qui utilisent ces mêmes équipements pour les théâtres d'opération. Il sera donc très précieux de vous entendre sur vos attentes vis-à-vis de l'impulsion donnée par cette notion d'économie de guerre, mais aussi sur 2 thématiques particulières. D'une part, une thématique qui m'est chère, la simplification de l'expression des besoins par les armées. Alors, dans nos travaux, la précédente législature, nous avions, enfin l'autre d'avant même, nous avions travaillé déjà sur tout ça, et je me rappelle de cette fameuse instruction ministérielle 15-16 qui a été transformée en instruction ministérielle 16-18, justement pour fluidifier un petit peu tout ça. Semble-t-il qu'elle est amenée à être retravaillée, peut-être que vous pourrez nous en dire quelques mots. Et d'autre part, l'équilibre à retrouver entre masse et haute technologie pour nos équipements militaires, thème qui fera d'ailleurs l'objet d'une mission d'information qui débutera d'ici quelques jours. Donc, amiral, sans plus attendre, nous vous laissons la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux d'avoir la chance d'intervenir devant vous pour parler de l'économie de guerre, qui est évidemment un sujet qui est au cœur de l'actualité. Et les démarches sur l'économie de guerre, elles ont été confiées à la Direction générale de l'armement, qui les a menées selon 7 axes d'effort: la visibilité, les commandes, la relocalisation, l'identification des goulets d'étranglement, l'optimisation des dispositifs internationaux, les ressources humaines et la résilience, la sécurisation de la base industrielle de technologie et de défense. Je laisserai, parce que je sais que vous le recevez prochainement, le délégué général pour l'armement détailler le travail effectué au niveau industriel et les résultats tangibles déjà obtenus, ainsi que ceux à venir. Avant que nous n'échangions, mon propos se limitera donc plus particulièrement à remettre les démarches sur l'économie de guerre dans leur contexte, mais j'évoquerai bien sûr les questions que vous avez évoquées en fin de votre propos liminaire. Je vous propose tout d'abord un retour sur la notion d'économie de guerre qui se caractérise par une période spécifique de l'histoire où les intérêts de la nation se résument à sa survie face à une menace existentielle, ce qui justifie que l'effort de défense soit à des niveaux supérieurs à 30% du PIB. Elle s'accompagne généralement d'une baisse de la croissance de ce même PIB, d'une réduction de la consommation des ménages et de l'investissement privé, d'une forte inflation et d'un contrôle de l'économie par l'État, notamment par la nationalisation de certains moyens de production, par exemple. Des ressources financières exceptionnelles sont mobilisées pour financer les dépenses de défense, création monétaire massive, augmentation des impôts, bons de guerre, emprunts de guerre, tel que ce fut le cas durant les 2 guerres mondiales. Pour ce qui nous concerne, la dissuasion nucléaire, qui est la clé de voûte de notre défense nationale, est bien l'assurance vie de notre pays face à toute menace existentielle pour justement éviter d'être confronté de nouveau à la situation catastrophique que je viens de décrire, en tout cas catastrophique, extrêmement compliquée. Cette considération est structurante. À cet égard,
si le conflit en Ukraine rappelle combien le dimensionnement de l'outil de production pour fournir les capacités à forte consommation ou attrition constitue un des facteurs clés pour les belligérants dans le cadre d'une guerre de haute intensité, nous devons nous garder de transposer intégralement la situation de l'Ukraine à notre pays. Comme le précise la Revue nationale stratégique de 2022, l'enjeu est que l'industrie française puisse soutenir un effort de guerre dans la durée, en cas de nécessité pour les forces armées ou au profit d'un partenaire. L'objectif de l'économie de guerre n'est donc pas de contraindre l'industrie à produire à une cadence temps de guerre en régime permanent, au risque de surproduire ou de disposer de capacités redondantes sans réalité industrielle, mais bien d'instaurer une capacité industrielle prête à accélérer les cadences et diminuer les délais sur faible préavis. Plus vite, plus fort et au moindre coût, comme l'a résumé le président de la République lors de son discours du 13 juin 2022. Ensuite, l'économie de guerre n'est pas une fin en soi, mais un moyen de répondre aux besoins des armées dans l'hypothèse d'un engagement majeur, qu'il soit mené seul ou en coalition, en tant que nation cadre. Le schéma théorique est que les armées puissent encaisser le premier choc d'un tel engagement avant que les cadences de production de notre industrie puissent compenser les matériels consommés, les munitions en particulier, et l'attrition. Il existe donc un point d'équilibre à identifier entre le format des armées et la capacité, réactivité des chaînes de production, au risque de générer des coûts qui ne seraient pas soutenables. Notre analyse nous oriente par ailleurs vers la primauté et l'atteinte de la cohérence du modèle de notre armée, plutôt que de disposer seulement de l'effet de masse. Ainsi, notre démarche ne peut se résumer à avoir massivement recours aux acquisitions en urgence opérationnelle, comme l'ont fait des armées européennes en raison de leurs engagements successifs en Afghanistan et en Irak. Nous avons connaissance des conséquences néfastes de ce mode d'action et des difficultés que ces armées ont à s'en remettre. L'oubli du temps long, l'oubli de l'investissement dans le temps long se paye cher et durablement. Je tiens à ce titre à rappeler, c'est pour le rappel historique, que nous sommes sortis récemment de plusieurs années de dividendes de la paix et d'opérations qui étaient principalement de la contre-insurrection, durant lesquelles nous étions plutôt sur des conflits choisis qu'imposés. Aussi, les lois de programmation militaire successives ont financé un modèle d'armée qui reposait sur la satisfaction des besoins des opérations en cours et des contrats opérationnels, qui ne prenait pas totalement en compte une forte consommation de munitions ou une attrition potentielle. Ainsi, dans un contexte de montée en puissance de nos compétiteurs, la loi de programmation militaire 2019-2025 a eu pour ambition, dans un premier temps, de réparer ces années de dividendes de la paix et de moderniser les armées afin qu'elles puissent mieux mener leurs opérations et tenir leurs contrats opérationnels. Face à la dégradation accrue du contexte international et face à l'émergence de menaces nouvelles, l'actuelle loi de programmation militaire capitalise sur la précédente et a l'ambition de renforcer les fondamentaux de notre défense qui reposent sur la dissuasion nucléaire, sur des forces de souveraineté et des capacités de projection et d'intervention, seules ou en coalition, sous bref préavis, partout dans le monde. Tout cela en relevant le défi de l'émergence de la conflictualité dans le cyber et dans le spatial, qui recouvre notre capacité à faire face à un engagement majeur et à des affrontements de haute intensité. Et enfin, en tirant parti de ruptures technologiques et de l'innovation dans les domaines de la robotique, des drones, de la technologie quantique et de l'intelligence artificielle. Cette loi de programmation militaire porte ainsi l'effort de défense à hauteur de 2% de la richesse nationale afin de remplir l'ambition fixée selon une trajectoire de ressources budgétaires qui, comme le stipule son article 4, s'entend comme un minimum pour que les armées françaises soient capables de répondre aux enjeux d'une hypothèse d'engagement majeur et donc sortir d'une logique de modèle d'armée construit uniquement sur la base de la satisfaction des contrats opérationnels. À cette fin, les garanties de la loi de la programmation militaire, définies par les articles 4 et 5, seront plus que jamais nécessaires en raison des missions nouvelles venues en plus du plan initial, le soutien massif et dans la durée à l'Ukraine, l'engagement et la guerre navale en mer Rouge, l'évacuation de ressortissants à Haïti, le soutien à la population palestinienne à Gaza, la participation à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le soutien au ministère de l'Intérieur en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est la vie des opérations. Nous sommes bien conscients que cet effort de la nation pour sa défense, justifié par l'évolution du contexte, nous confère une forte responsabilité. Il confère une forte responsabilité à l'ensemble du ministère, en particulier dans le contexte difficile que nous connaissons pour les finances publiques. Aussi, l'état-major des armées
veille très soigneusement à ce que chaque euro dépensé soit bien dépensé. Le premier axe de la stratégie militaire générale, qui est la participation des armées au renforcement de la cohésion nationale, précise à ce titre que si le lien entre les armées et le monde économique en général, et l'industrie en particulier, n'est pas direct, les armées peuvent pleinement contribuer à l'effort national, guidées par une utilisation optimale des moyens mis à disposition. L'état-major des armées s'évertue également à trouver des solutions novatrices pour contenir les dépenses, faire pivoter rapidement les armées pour répondre aux enjeux d'une hypothèse d'engagement majeur dans le tempo de cette LPM et faciliter le travail de la base industrielle et technologique de défense. Ainsi, le ministère a mis en œuvre de manière volontariste une programmation souple, capable de financer une partie des dépenses nouvelles en raison d'une évolution favorable des conditions économiques. Une force d'acquisition réactive, composée de personnel de l'état-major des armées et de la Direction générale de l'armement, a également été créée pour traiter rapidement l'ensemble du processus d'acquisition sur des besoins ciblés. Elle a par exemple permis l'acquisition d'une capacité additionnelle de défense sol-air VL-MICA, le lancement des missiles MICA verticaux, qui a été mise en œuvre dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les armées repensent enfin leurs besoins sous le triptyque coût, délai, performance. En effet, durant les décennies de dividendes de la paix, la performance a bien souvent été retenue comme le critère de premier rang afin de maintenir les compétences clés au sein de la base industrielle de technologie et de défense. Et cet objectif a été atteint en entretenant soigneusement les hautes compétences, enfin les compétences de haut du spectre des différentes industries de défense, en particulier les majeures. Nous sommes bien conscients aussi de la loi d'Augustine qui prédisait qu'en raison de l'augmentation exponentielle du coût des avions de chasse, le budget de la défense américain ne permettrait plus de financer que l'achat d'un seul appareil en 2054. C'est pour cela que nous veillons à définir le besoin militaire au bon niveau d'ambition. Je ne dis pas le juste niveau, je dis le bon niveau d'ambition, c'est-à-dire à éviter la surspécification tout en recherchant un avantage sur nos compétiteurs. Cherchons également à différencier les capacités entre les armes de décision de haute technologie, comme les missiles Scalp, et les armes d'usure ou d'attrition de plus basse technologie, comme les obus de 155 mm. L'achat sur étagère d'armes d'usure ou d'attrition nous demande aussi collectivement de réinterroger le besoin de souveraineté. En matière de drones, par exemple, le besoin de souveraineté me semble davantage associé aux charges utiles qu'aux vecteurs. Avec la Direction générale de l'armement, nous étudions des mesures dérogatoires aux normes existantes pour le temps de crise. Il s'agit d'éviter la surréglementation pour gagner du temps et privilégier la norme la plus adaptée. Ça peut être une base de normes civiles pour la construction navale ou des normes OTAN qui sont partagées par tous pour les munitions, pour gagner en efficacité. Pour cela, il est nécessaire de retrouver une culture du risque en recherchant un juste équilibre entre le bénéfice opérationnel que nous pourrons retirer de ces adaptations, par exemple en termes de quantité ou de rapidité de production, et les risques encourus. Nous devons également améliorer notre capacité à traiter les obsolescences pour mieux rentrer dans une logique de réutilisation des matériels et technologies et faciliter le maintien en conditions opérationnelles de ces matériels. Bien entendu, l'état-major des armées étudie les retours d'expérience en Ukraine et en mer Rouge qui montrent qu'à ce stade, aucune capacité n'est disqualifiée, mais que les répartitions entre les types d'équipements pourraient changer. Par exemple, l'utilité des chars de combat ou des véhicules blindés lourds n'est pas remise en cause, mais ces capacités, dans le contexte de l'Ukraine, constituent des cibles dont la survivabilité est faible à proximité de la ligne de front. Dans la ligne de front, lorsque ce front est stable, comme c'est le cas dans le conflit ukrainien. Donc il y a des dispositifs, des couples drones-artillerie qui permettent de localiser rapidement ce genre de cible. La réinternalisation de certaines tâches de soutien qui ont été transférées aux industriels est également recherchée pour augmenter les disponibilités et améliorer l'autonomie logistique des unités déployées avec un soutien in situ. Nous cherchons enfin à exploiter les dernières innovations en faisant varier leur niveau d'intégration. Par exemple, la vidéo d'une nouvelle caméra ou d'une optronique infrarouge n'a pas nécessairement besoin d'être intégrée au système de combat d'un navire. Toutes ces réflexions sont de nature à diminuer les coûts et les délais, et notamment des délais d'intégration, de façon à disposer rapidement de ces capacités.
En synthèse, les priorités des armées sont assez simples. La première, c'est la LPM, toute la LPM et rien que la LPM, ce qu'a déjà dit le chef d'état-major des armées, dont notamment les garanties prévues dans ces articles 4, 5 et 6. Bien sûr, cette LPM représente un effort important, très important pour la nation, mais qui est équilibré avec un peu plus de 2% du PIB. On peut se souvenir qu'il était de l'ordre de 3% au milieu de la guerre froide dans les années 70. Cette LPM a pour objet principal de redonner l'épaisseur et la cohérence nécessaires aux armées pour encaisser le premier choc d'un possible engagement majeur dans un contexte où le recours à la force s'est banalisé. La deuxième priorité est de poursuivre nos efforts pour exploiter les innovations au plus vite, en particulier dans les domaines des drones, des armes à énergie dirigée, de l'intelligence artificielle, du quantique, quitte à prendre des risques mesurés que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, la troisième est d'accompagner, avec la Direction générale de l'armement, la base industrielle de technologie et de défense pour qu'elle soit en mesure de produire plus vite et moins cher. Je vous remercie pour votre attention et, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Amiral, pour ce propos